Le matin du 28 février 2026, tous les hauts gradés du corps des gardiens de la révolution islamique ont été tués dans un seul complexe à Téhéran. Le guide suprême de l'Iran, ses généraux les plus haut placés, les architectes de 30 ans de guerre par procuration à travers le Moyen-Orient, disparus, éliminés en moins de 60 minutes. Mais un homme n'était pas dans ce bâtiment. Le chef de la force Quds, le deuxième homme le plus puissant de l'armée iranienne, le général qui a pris la relève de Qassem Soleimani lui-même, avait quitté les lieux quelques minutes avant que le premier missile ne frappe. Pas des heures, quelques minutes. Tout comme il avait quitté un bunker de commandement du Hezbollah à Beyrouth quelques minutes avant que les bombes israéliennes ne tuent Hassan Nasrallah. Tout comme il s'était éloigné d'une autre zone de frappe en 2025, que les responsables iraniens avaient d'abord cru le tuer. 3 fois, 3 frappes israéliennes, 3 échappées impossibles. Le même homme, à chaque fois. Voici ce que personne n'explique vraiment. Comment le chef de la force militaire la plus secrète d'Iran survit-il à chaque frappe qui tue tout le monde autour de lui? Le Mossad aurait-il pu avoir une source au sein même de la force Quds, au sommet du commandement militaire iranien? Et pourquoi l'Iran aurait-il maintenant arrêté son propre général pour espionnage, au profit de l'ennemi qui a tué son guide suprême? L'histoire complète est bien plus incroyable que tout ce que tu as pu lire. Et c'est exactement ce que cette vidéo va te montrer. Évasion après évasion, opération après opération, trahison après trahison. Si tu veux comprendre les opérations de renseignement qui redessinent le Moyen-Orient en temps réel, abonne-toi et clique sur la cloche. On couvre les histoires que le monde essaie encore d'expliquer. Une nouvelle vidéo chaque jour. Mais pour comprendre cet homme, il faut d'abord comprendre le soldat qu'il a été pendant 4 décennies, car rien de ce qui concerne Esmail Qani n'a de sens sans cette base. Qani est né le 8 août 1957 à Mashhad, le centre spirituel de l'identité chiite iranienne, qui abrite le mausolée à dôme doré de l'imam Reza. Grandir à Mashhad, c'était grandir dans un monde où la religion n'était pas un élément secondaire de la vie quotidienne, mais son architecture même. La foi façonnait la façon dont on comprenait l'autorité, le sacrifice et la loyauté. Et dans les dernières années de la monarchie du Shah, alors que le mouvement révolutionnaire atteignait son point culminant, elle a déterminé le camp que choisirait un jeune homme de Mashhad. Il avait 21 ans lorsque la révolution a réussi en février 1979. En quelques mois, il avait rejoint le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. La force paramilitaire créée par l'ayatollah Khomeini, non pas comme une extension de l'armée régulière, mais comme son remplacement idéologique. L'armée existante était un héritage du Shah. Le CGRI a été créé de zéro par et pour la révolution, relevant directement du guide suprême, loyal par conviction plutôt que par inertie institutionnelle. Cette loyauté a été mise à l'épreuve presque immédiatement. En septembre 1980, l'Irak a envahi l'Iran, déclenchant 8 années de guerre acharnée qui allaient faire des centaines de milliers de morts dans chaque camp. Qani a combattu sur le front occidental dans des conditions plus proches de la Première Guerre mondiale que de toute campagne militaire moderne. Ce qui le distinguait, ce n'était pas son talent de commandant conventionnel. C'était quelque chose de plus utile dans une armée révolutionnaire. Une aptitude pour les opérations irrégulières, pour établir des relations dans des environnements fracturés, et pour travailler efficacement dans des espaces où les structures militaires formelles s'étaient complètement effondrées. Ces qualités ont attiré l'attention d'un officier prometteur du CGRI, nommé Qassem Soleimani, et cette relation allait définir le reste de la vie de Qani. À la fin de la guerre, en 1988, Soleimani était en train de mettre en place ce qui allait devenir l'organisation d'action secrète la plus importante du Moyen-Orient moderne. La force Quds, du nom arabe de Jérusalem, et la division des opérations extérieures du CGRI. Son mandat officiel est de soutenir les mouvements de libération à l'étranger. En pratique, elle était le moteur de tout le réseau de mandataires de l'Iran, le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen, le djihad islamique palestinien à Gaza, les formations les plus fidèles à Assad en Syrie. Chaque livraison d'armes, chaque transfert financier, chaque programme de formation de ce réseau passait par la force Quds. Et pendant 3 décennies, tout passait par Soleimani en personne. Soleimani n'était pas juste un général. C'était un acteur stratégique qui pouvait négocier d'égal à égal avec les commandants des milices, les directeurs des services de renseignement et les chefs d'État. La voix autorisée du guide suprême dans les salles où cette autorité était la seule chose qui comptait.
Les analystes américains et israéliens l'ont évalué pendant des années et sont arrivés à la même conclusion. C'était la personne la plus dangereuse du système iranien. Pas à cause de son rang, mais à cause de ce qu'il avait construit personnellement et de ce que lui seul pouvait maintenir. Esmail Kahani était son adjoint, et à presque tous les égards importants sur le plan opérationnel, il était l'opposé de Soleimani. Alors que Soleimani était délibérément visible, photographié sur les lignes de front syriennes, présent lors de sommets de haut niveau, visage public du pouvoir iranien, Kahani était invisible. Son domaine principal était l'Afghanistan, un théâtre beaucoup moins surveillé par les services de renseignement occidentaux que le monde arabe, mais crucial pour l'Iran compte tenu de la longue frontière commune et du réseau profond de relations de Téhéran avec les factions chiites afghanes et les acteurs politiques que Kahani avait passé 15 ans à cultiver à partir de zéro. Il voyageait sans cérémonie, ne donnait aucune interview et n'apparaissait presque jamais sur les photos. Dans une organisation fondée sur le déni, Kahani était le plus discipliné. Et cette discipline, cette invisibilité cultivée, allait plus tard rendre les accusations portées contre lui à la fois plus convaincantes et plus difficiles à prouver. Puis, le 3 janvier 2020, une seule frappe américaine par drone a tout changé. Près de l'aéroport international de Bagdad, un MQ-9 Reaper a tiré des missiles Hellfire sur un convoi qui quittait le terminal. 10 personnes ont été tuées. La cible principale était Qassem Soleimani, mort sur une route de Bagdad suite à une frappe autorisée personnellement par le président Donald Trump. Le choc à Téhéran a été réel. Soleimani n'était pas seulement important, il était irremplaçable. Un homme dont les relations et le réseau opérationnel existaient grâce à sa personnalité et non grâce à une structure qui aurait pu être héritée par son successeur. Quelques heures après la mort de Soleimani, Khamenei a nommé Esmail Kahani nouveau commandant de la force Quds. Cette nomination visait à assurer la continuité. En interne, la réalité était plus inconfortable. Kahani n'avait pas les liens personnels profonds que Soleimani avait tissés avec les dirigeants du Hezbollah au fil de décennies de collaboration directe. Il n'avait pas le poids politique à Bagdad qui avait fait de Soleimani une sorte de faiseur de roi dans la politique irakienne. Il endossait un rôle entièrement défini par un homme irremplaçable, au moment même où l'axe de la résistance avait le plus besoin de leadership. Pendant les 4 années qui ont suivi, Kahani s'est efforcé de maintenir la cohésion du réseau, discrètement, invisiblement, comme il l'avait toujours fait. Et chaque fois que l'ennemi frappait, chaque fois qu'une opération du Mossad éliminait quelqu'un qui était censé être intouchable, Esmail Kahani s'en sortait indemne. Jusqu'à ce que Téhéran cesse de parler de chance et commence à se demander qui l'avait prévenu. À l'été 2024, l'architecture que Qassem Soleimani avait mis 3 décennies à construire commençait à se fissurer. Pas lentement, pas progressivement. Elle se fissurait à une vitesse que personne au sein du leadership iranien n'avait osé imaginer sérieusement. Le premier coup a été porté le 31 juillet 2024, à Téhéran même. Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, qui s'était rendu dans la capitale iranienne pour assister à l'investiture du nouveau président Massoud Pezeshkian, a été tué alors qu'il dormait dans une maison d'hôtes du quartier de Zafaraniye, au nord de Téhéran. Il a probablement été tué par un engin placé dans la chambre plusieurs semaines ou mois avant son arrivée, et non par un missile venu de l'extérieur, mais par une arme qui l'attendait. Haniyeh était entouré par la sécurité du CGRI. Il se trouvait dans l'un des établissements les plus protégés de la capitale de la République islamique. Mais ça n'a servi à rien. Le Mossad avait atteint le cœur de Téhéran. Le périmètre que Khamenei croyait impénétrable avait été franchi, pas depuis les airs, mais de l'intérieur. Au sein du CGRI, le meurtre de Haniyeh a déclenché une enquête interne immédiate et très inconfortable. Comment un engin avait-il pu être placé dans une maison d'hôtes gouvernementale sécurisée ? Qui y avait accès? Qui savait que Haniyeh allait séjourner dans cette chambre précise? L'enquête n'a donné aucune réponse publique. Mais elle a produit autre chose, une conscience accrue, presque paranoïaque, que l'organisation avait très certainement des problèmes d'infiltration qu'elle n'avait pas encore identifiés. Des fuites qu'elle n'avait pas encore repérées, des sources qu'elle n'avait pas encore trouvées. Cette prise de conscience allait devenir cruciale 6 semaines plus tard. En septembre 2024, le sud du Liban était devenu le théâtre le plus dangereux de la région. Israël et le Hezbollah échangeaient des tirs à travers la frontière libanaise depuis octobre 2023, lorsque le Hezbollah avait ouvert un 2e front après l'offensive sur Gaza. Pendant près d'1 an, les échanges avaient été calibrés, aucune des 2 parties ne souhaitant déclencher une guerre totale. Puis, le 17 septembre, ce calcul s'est effondré. Ce jour-là, des milliers de pagers appartenant à des agents du Hezbollah à travers le Liban ont explosé en même temps. Les appareils avaient été compromis dans une opération de chaîne d'approvisionnement.
la plus sophistiquée jamais réalisée, avec des charges explosives miniaturisées intégrées pendant le processus de fabrication. Les détonations ont tué des dizaines de personnes au cours de 2 jours d'attaques coordonnées et en ont blessé des milliers d'autres, aveuglant une partie importante du réseau de communication opérationnel du Hezbollah en un seul après-midi. Le lendemain, la même opération a visé les radios portatives, d'autres explosions, d'autres victimes, d'autres confusions. La structure de commandement et de contrôle du Hezbollah, qui avait survécu à des décennies de ciblage israélien, a été paralysée en 48 heures. Immédiatement après l'opération contre les Pagers, les hauts commandants du Hezbollah ont été convoqués à une réunion d'urgence dans les installations les plus protégées de l'organisation. Son quartier général souterrain, situé profondément sous la banlieue de Daïé, au sud de Beyrouth. Cet endroit était le centre névralgique des opérations militaires du Hezbollah. En béton armé, à plusieurs niveaux sous la surface, il avait été spécialement conçu pour résister exactement au type d'attaque aérienne que tout le monde dans la région savait désormais imminente. Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, est arrivé pour présider la réunion. Les hauts commandants se sont rassemblés autour de lui. Les protocoles de sécurité du bâtiment étaient au niveau le plus élevé. Esmail Kahani était aussi à Beyrouth. Sa présence là-bas dans les jours qui ont suivi les attaques a été confirmée par plusieurs médias régionaux. En tant que commandant de la force Quds, principal protecteur du Hezbollah, fournisseur d'armes et coordinateur stratégique, la présence de Kahani au Liban pendant une crise de cette ampleur était tout à fait prévisible. Il s'était rendu sur place pour évaluer les dégâts causés par les attaques de Pagers, coordonner les efforts avec les commandants survivants et transmettre directement les directives du guide suprême. Il se trouvait dans ou à proximité du complexe de Daïé. Selon tous les témoignages, il était suffisamment proche pour que sa présence à la réunion souterraine du commandement soit tout à fait plausible. Il n'est pas entré dans le bâtiment. Au début de la soirée du 27 septembre 2024, les avions de l'armée de l'air israélienne ont largué plus de 80 munitions lourdes sur le quartier général du Hezbollah à Daïé, dans l'un des bombardements aériens les plus intenses de l'histoire du conflit libanais. Le bâtiment ne s'est pas simplement effondré, il a été rayé de la carte. La structure en béton armé, conçue pour résister aux attaques aériennes, a été enfoncée dans le sol par le poids et la précision des munitions. Hassan Nasrallah a été tué, tout comme tous les hauts commandants présents à la réunion. Les dirigeants militaires de l'organisation que Soleimani avait mis des décennies à construire pour en faire une force plus puissante que la plupart des armées nationales ont été ensevelis sous les décombres en une seule soirée. Kahani ne figurait pas parmi les morts. D'après les infos qui ont circulé dans les médias iraniens et internationaux dans les jours qui ont suivi l'attaque, Kahani avait quitté la zone de Daïé et surtout, il n'était pas entré dans le centre de commandement souterrain juste avant l'attaque israélienne. D'après la plupart des témoignages, il s'agissait d'une question de minutes et non d'une heure. Il ne s'agissait pas d'un changement de programme décidé la veille, quelques minutes. Il était suffisamment proche du centre pour qu'on s'attende à le trouver à l'intérieur.